Dans cet épisode, j'accueille Rachel. Rachel m'a impressionnée par son parcours atypique, à la fois de maman solo, mais aussi par son chemin professionnel qui l'a menée exactement à sa place. L'histoire de Rachel aurait pu faire partie d'un conte de fées, mais la vie en a décidé autrement. Un accident de la route va lui enlever son mari alors qu'elle a 2 enfants, de 2 et 4 ans. Dans cet épisode, on va beaucoup parler de la surcharge mentale qu'elle va affronter, ainsi que la maladie de sa fille, de sa reconstruction, mais surtout du chemin qu'elle a suivi naturellement vers son auto-guérison. Beaucoup d'émotions dans ce partage, mais aussi de lumière vers tout ce que l'on peut entreprendre lorsqu'il nous arrive des drames, lorsque l'on retrouve sa puissance, mais surtout lorsque l'on écoute son corps, son cœur et son esprit. Pour découvrir l'histoire inspirante de Rachel, ça commence maintenant. Bonjour Rachel, je te remercie d'avoir accepté de venir partager ton histoire dans ce podcast dédié aux mamans solo. Donc tu vas venir nous partager ton histoire qui t'appartient, mais qui peut résonner auprès d'autres mamans solo et peut-être aussi leur donner l'espoir que c'est possible de créer une vie alignée, épanouie et pétillante tout en étant maman solo, même si on connaît un parcours tumultueux, un chaos pendant cette période de maman solo, mais on en ressort toujours avec une force et on se crée la vie en fait que l'on désire une fois que tout est passé. Alors Rachel, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots afin que les auditrices et les auditeurs, peut-être, fassent ta connaissance? Oui, alors déjà, merci à toi de me recevoir. Donc, je suis Rachel, j'ai 52 ans. Je suis la maman de 2 enfants qui ont aujourd'hui 24 et 22 ans, une fille et un garçon. J'habite au Mans, enfin près du Mans. Et aujourd'hui, je suis coach et sophrologue. Et voilà, et j'adore accompagner en fait les personnes euh, dans la bienveillance, la sérénité et avec beaucoup de joie. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Oui, c'est une présentation très succincte. Merci beaucoup. Et puis, rentrons un peu dans le vif du sujet, hein, puisque ce podcast est vraiment l'occasion pour toi de raconter ton parcours de vie, comment tu es devenue maman solo. Je te laisse parler de ce parcours de vie que tu as rencontré. Alors mon parcours de vie, je dirais, a commencé, enfin de vie, je dirais commencé professionnellement par un premier emploi, je dirais, de commercial. Et j'étais un petit peu dans cette optique, dans cette condition de vie, conditionnement de vie des contes de fées. Un jour, mon prince viendra, m'amènera sur son beau destrier blanc. Et j'étais un petit peu dans cette configuration. Et en fait, effectivement, j'ai rencontré mon prince charmant en 1993. C'était même un jeudi 9 septembre 1993. Je fais la rencontre donc de Vincent qui termine son école de gendarmerie et on se rencontre dans un bar. Bon, c'est pas très romantique, mais voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés. Lui faisait la fête pour terminer son école. C'était la dernière semaine. Et moi, j'étais en train de consoler ma meilleure amie d'un problème de cœur. Et du coup, on s'est retrouvés dans cet endroit tous les deux. Et il était assis à côté de moi et il a renversé à 2 reprises son kir royal sur ma jupe blanche. Donc ça commençait un petit peu mal notre rencontre, mais bon, on en a ri. Et je dirais que à partir de ce jour-là, on s'est plus quittés. On s'est revus tous les soirs pendant cette dernière semaine. Il m'a invité à son bal de promo sous les yeux ébahis de ses parents qui ne me connaissaient pas. Et donc, voilà comment notre histoire a commencé. Et une semaine après, il était muté à 300 kilomètres
de chez moi. Et donc, c'est comme ça que notre histoire a commencé. Alors, moi, j'ai mis 3 ans en fait à le rejoindre. J'étais à l'époque en CDI, j'étais commerciale, j'avais 21 départements. Et pour moi, c'était très important de garder mon indépendance et notamment de ne pas dépendre d'un homme. Donc, ça a été tout un cheminement déjà pour pouvoir le rejoindre et me dire, bon, ok, j'ai confiance en la relation, j'y vais, je me lance, je démissionne et je vais le rejoindre. Donc ça se fait en fait au 31 décembre 1996. Je le rejoins et, euh, et, euh, et voilà. Et donc, je le rejoins à la caserne de Saint-Amand-Montrond dans le Cher, une caserne de gendarmerie mobile. Et voilà, et c'est le début de mon engagement dans cette relation. Et donc, au bout de 6 mois, je trouve un emploi qui correspond à ce que j'avais envie de faire, à savoir, je deviens commerciale dans une entreprise de travail intérimaire. Et, euh, et c'est vraiment pour moi l'occasion de découvrir déjà, d'associer mes compétences commerciales avec mon amour pour les relations humaines. Donc voilà, c'était le début déjà de, de mon parcours autour de l'humain. Euh, et puis c'était très important aussi pour moi, parce que j'avais une valeur qui était très importante, c'est la valeur travail qui m'avait été inculquée par mes parents, notamment par mon père. Et donc aider les personnes à retrouver un emploi, pour moi l'emploi, le travail, c'était la dignité. Et pouvoir aider les personnes à rester dans cette dignité était pour moi quelque chose de très important. Donc voilà, donc en 1998, on continue notre parcours ensemble, on se marie en septembre. En 1999, j'ai ma fille Jade qui pointe le bout de son nez. Et Vincent m'avait un peu pressée sur l'idée d'avoir un enfant. Il m'avait dit, je te préviens, en sorte un petit peu d'ultimatum, entre guillemets, je veux un enfant avant mes 30 ans. Et notre petite Jade, donc, a pointé le bout de son nez le jour de ses 30 ans, le 5 avril 1999. Donc ça, c'est la petite anecdote et peut-être ce qui la relie aujourd'hui encore beaucoup à son père et à sa mémoire quelque part. Donc la nature, en fait, a entendu cette injonction puisque, en fait, Jade a été conçue le lendemain de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde, le 13 juillet. Le 13 juillet, donc 1998, pour naître finalement le 5 avril 1999. Donc voilà, Vincent, c'est un papa poule. Euh, à l'époque, il me dit, je veux voir ma fille grandir. Et donc, il décide de partir de la gendarmerie mobile, qui l'emmenait souvent loin, dans des contrées lointaines, pendant plusieurs mois. Donc, il décide de rebasculer sur de la brigade territoriale pour pouvoir être proche de sa fille et la voir grandir, la voir marcher, la voir être près d'elle. Donc, il demande sa mutation et donc nous atterrissons en Sarthe en 2000 en brigade, ce qu'on appelle la blanche, entre guillemets, en brigade territoriale à Saint-Calais dans la Sarthe. Au bout de quelques temps, je vois mon mari être lui qui était très jovial, de moins en moins joyeux. Il était en train de dépérir un peu. Enfin, en tout cas, je voyais dans son comportement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il me dit, non, mais moi, ça me plaît pas du tout ce que je fais. Ça correspond pas du tout à l'idée que je me faisais. Et voilà. Et donc, on réfléchit ensemble. Et il dit, bah, qu'est-ce que tu aimerais faire? Il me dit, mais j'ai toujours rêvé, en fait, de faire de la moto. Et je lui dis, bah écoute, Banco, engage-toi si tu veux dans les motards de la gendarmerie. Et voilà que naît ce projet de faire une formation de motard de la gendarmerie. Donc ça, nous sommes là
il commence sa formation en septembre 2002. Sa formation motard, qui est une formation qui est qui demande beaucoup de compétences, qui est très pointue et, euh, et donc qui lui demande de s'expatrier pendant toute la semaine sur Fontainebleau pour faire sa formation. Et entre-temps, bah, notre petit Victor est né en 2001, en juillet 2001. Donc, le temps de la formation, je me retrouve seule avec mes deux enfants en bas âge, donc avec Jade qui avait 3 ans et Victor qui avait quelques mois. Et moi, entre-temps, je reprends aussi un emploi donc de formatrice à la CCI. Et donc, bah, lui commence sa formation en septembre. Moi, je commence aussi mon emploi en juillet. Et là, c'est un peu difficile parce que je me retrouve toute seule à partir de septembre pour gérer les enfants, pour gérer mon nouvel emploi qui me demandait du coup de créer mes supports au fur et à mesure. Donc, c'était 6 heures le matin, minuit, 1 heure le soir. Mais je me suis dit, bon, bah, c'est un temps donné, serre les fesses, Rachel, si je puis dire, et ça va passer. C'est juste un temps donné, il finit sa formation au mois de décembre. Après, on retrouvera un confort de vie beaucoup plus important. Sachant que mon emploi était à 45 kilomètres de chez moi, donc ça multipliait encore les difficultés. Donc, arrive le mois de décembre, et là, sa formation se terminait le 19 décembre, et le mercredi 5 décembre, je suis dans ma classe, je donne un cours au BEP Vente Action Marchande, de 2e année, et mon responsable pédagogique arrive dans ma classe, la mine défaite, et il me demande de le suivre. Et là, je comprends qu'il se passe quelque chose. Je le suis, je ne comprends pas, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je pense à mes enfants. Je dis, est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour mes enfants? Il ne me répond pas. Je sais pas ce qui se passe. Je le suis, je trotte derrière lui. On arrive dans le couloir. Et là, dans le couloir, je vois des silhouettes bleues que je connaissais bien, les gendarmes. Et là, j'ai mon cœur qui commence à battre à 100 à l'heure. Je lui demande, il est arrivé quelque chose à mon mari. J'arrive vers les gendarmes. Et là, j'ai même pas le temps de parler que je sens que mes jambes se dérobent sous moi. J'arrive plus à réfléchir. J'ai mon corps qui me lâche. Mon corps, je vacille, je comprends pas. Moi, je comprends pas, mais mon corps, lui, il sait. Parce que le corps ne ment jamais. Le corps ne ment jamais. Ça, c'est une des premières choses que je comprends. Et ils me disent, votre mari a eu un accident ce matin. Et là, je demande, est-ce qu'il est conscient? Et ils me disent, je vous propose qu'on aille se rendre directement sur place à l'hôpital d'Orléans. Et, euh, et je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Et donc voilà, on file vers l'hôpital d'Orléans. Et voilà, et ce seront ce sera les premiers propos du commandant qui va suivre cette affaire, qui va beaucoup me soutenir pendant toute cette période, qui allait m'accompagner donc dans cette épreuve. Alors là, je suis vraiment dans un tourbillon. Il y a plein de choses qui me passent dans la tête pendant le trajet pour aller jusqu'à Orléans. Euh, J'agis un peu comme un robot. Je me dis, bon, Rachel, pas de panique. Euh, pour l'instant, tout va bien. Je sais pas, je sais rien, donc je ne vais pas me faire de fausses idées. Je vais aller voir sur place. Donc, je suis très pragmatique. Je ne panique pas. Je me dis, je vois sur place et puis on verra ensuite. Et puis bon, bah là, donc du coup, je vois que mon mari est effectivement inconscient, qu'il a un champ au niveau du visage, au niveau du menton, un drap. Et là, les médecins m'expliquent bah, qu'il a eu un accident et
voilà, que le choc, du coup, a été en plein visage, qu'il a reçu le choc en plein dans le menton. Et donc, il a une luxation du coude, mais pas grand-chose au reste du corps, mais tout a été dans la tête. Et ils me disent que les 48 heures prochaines vont être décisives dans le pronostic. Et me disent là, pour l'instant, il faut attendre. Donc j'ai encore beaucoup d'espoir à ce moment-là, beaucoup d'espoir que ça se résorbe, que naturellement tout puisse effectivement. C'est aussi ce qu'on me dit. On me dit, ben, ça peut aussi. On ne me parle pas d'œdème cérébral au départ. On ne veut pas me faire peur, mais je comprends au fur et à mesure qu'effectivement, il y a un œdème cérébral et que c'est quand même extrêmement grave. Et, euh, et voilà un petit peu comment se passe un petit peu le début. Et ça, c'est le mercredi donc 5 décembre. Et ensuite, eh bien, mes beaux-parents arrivent tout de suite. Et dès le jeudi, mon fils, qui est tout petit, pleure, pleure, pleure. Il est inconsolable. Mon fils Victor est très connecté à son père et je me dis de manière très intuitive, je sens que l'état de Vincent se dégrade. Et mon beau-père me dit, mais non, non, Rachel, s'il se dégradait, il nous appellerait, il nous tiendrait au courant. Le lendemain, nous partons à l'hôpital et là, l'hôpital nous dit qu'effectivement, son état s'est dégradé pendant la nuit. Voilà, mais je garde cependant espoir. Je viens tous les jours à l'hôpital. Et le vendredi, je continue à garder vraiment, à maîtriser mes émotions. Je suis calme, mais un peu comme un robot toujours quand même. J'ai l'impression que mon corps, il fonctionne tout seul, que je suis comme déconnectée en fait de la réalité. Et pour autant, mon corps, il réagit alors que j'ai l'impression d'être très calme. Et par exemple, je sors le vendredi de l'hôpital, je sors très calme et tout d'un coup, je me mets à vomir. C'est-à-dire que mon corps, lui, encore une fois, il sait. Il sait ce qui se passe. C'est comme si mon corps, lui, il réagissait alors que ma tête n'arrivait pas à réagir. Donc voilà, quelques jours passent et son état se dégrade au fur et à mesure. Et le samedi, à l'hôpital, je rencontre l'infirmière et dans le sas pour aller vers les soins intensifs, il y a une question qui me taraudait depuis la veille. Et je pose la question à l'infirmière et je lui dis, si je comprends bien, ça serait un miracle qu'il s'en sorte. Elle me regarde, elle me dit oui. Et donc là, je comprends vraiment qu'il n'y a plus d'espoir. Voilà, ça va se terminer. Et là, il commence à me dire, ben, écoutez, il va falloir peut-être réfléchir, si vous voulez bien, je sais que c'est difficile dans ces moments-là, réfléchir à la possibilité, du don d'organes, puisqu'il est dans le coma et que c'était un sportif. Est-ce que vous voulez bien y réfléchir? Et on a réfléchi avec ses parents et on s'est dit, mais oui, bien sûr. Moi, ça a été vraiment un peu comme un souffle, comme une énergie positive, bizarrement. C'était quelque chose qui m'a dit, mais oui, il était tellement généreux. Il est tellement généreux. Et je me dis, oui, faire un don d'organe, c'est faire honneur à sa mémoire aussi. Et de se dire que ben il sera pas mort pour rien. Donc on accepte avec ses parents de faire don de ses organes et ça me procure une joie de pouvoir faire ça, comme un réconfort. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais moi c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Et donc ils me disent bon bah écoutez on va le débrancher lundi et le prélèvement se fera donc lundi. Donc le lundi 9 décembre, Vincent nous a quittés. Et voilà un petit peu ben, le parcours, en tout cas, de la rencontre avec Vincent et de comment s'est passé cet accident. Alors bien sûr, au niveau de ma réaction, ben, j'étais complètement anéantie, déboussolée. C'est un peu comme si on me privait d'un membre, c'est comme si on m'amputait d'une partie de moi. C'est ça que j'ai ressenti au départ, c'est un grand vide, une grande solitude intérieure. Je me suis dit vraiment, mais en fait, je suis seule à ressentir ça, je suis seule dans ma douleur, personne ne peut me comprendre. Personne ne peut comprendre ce que je vis intérieurement.
Donc j'ai ressenti vraiment pour la première fois une solitude intérieure très, 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 très profonde. Merci Rachel pour ce début d'épisode très émouvant, très touchant. On sent que effectivement il y a encore de l'émotion quand tu racontes cette histoire, cette belle histoire quand même qui avait bien commencé et puis voilà la vie a fait qu'il y a eu ce drame et voilà et que tu as pris aussi la bonne décision vis-à-vis de ton mari. En tout cas, c'est ce qui me semblait juste, moi, à ce moment-là, et juste par rapport à qui il était. Après ce drame, est-ce que tu as reçu du soutien de ton entourage, de la gendarmerie, puisque ton mari était gendarme? Comment se sont passées les semaines, les mois qui ont suivi ce tragique événement dans ta vie? Alors oui, oui, j'ai reçu du soutien de la gendarmerie, des collègues de mon mari, des femmes aussi, des collègues de mon mari. Beaucoup de soutien, surtout de ma belle famille, qui était aussi marquée que moi par la disparition de Vincent. Et du coup, c'est vraiment eux qui m'ont vraiment soutenue, notamment mon beau-frère, le mari de la sœur de Vincent, qui a été très très présent et qui est toujours présent depuis plus de 20 ans auprès de moi, en tant que confident, en tant que quelqu'un avec une vraie écoute vraiment importante et de présence. Après cet événement, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Parce que je suppose que tu devais quitter la gendarmerie puisque c'était un logement de fonction. Oui, Voilà. effectivement. Effectivement, j'ai demandé, là c'était donc on était en décembre, j'ai demandé de manière exceptionnelle de pouvoir rester jusqu'à la fin de l'école de ma fille, elle était en maternelle, mais moi ça me permettait aussi de me retourner un petit peu, préparer le déménagement et puis pour emménager dans la maison que nous avions achetée un an auparavant, à quelques kilomètres de la gendarmerie. Et donc, de pouvoir un peu me retourner et avoir du soutien quand même pendant 6 mois de la part de la gendarmerie. Donc, ils ont accepté de me garder qu'au mois de juillet. J'ai pu déménager à la fin de mon contrat. Et donc, ça a été très soutien aussi, ça, de pouvoir rester un peu plus longtemps que prévu, parce que normalement, on doit déménager dans le mois qui suit. Bon, ils ont été sympas. Ils m'ont laissé 6 mois. Et donc, après, ça m'a permis d'emménager dans la maison, heureusement, qu'on avait achetée un an auparavant. Tu disais que ton contrat se finissait, alors du coup tu as été sans emploi après cette période ou comment ça s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un CDD d'un an en tant que formatrice et à la fin de mon CDD, ils voulaient me le renouveler. Et moi, inutile de te dire que l'année, les 6 mois que j'avais passés avaient été extrêmement difficiles puisque j'avais 45 kilomètres aller, 45 kilomètres retour, que j'avais des enfants en bas âge. Ça a été extrêmement difficile. J'avais perdu beaucoup de poids. J'étais vraiment un peu l'ombre de moi-même. Et j'ai demandé à avoir mon mercredi pour qu'il y ait un jour de moins à faire les allers-retours. Et puis que je puisse m'occuper de mes enfants le mercredi et souffler aussi en milieu de semaine. Et ça m'a été refusé dans une certaine forme je dirais, d'inhumanité et de froideur. Et donc, j'ai décidé de prendre un congé parental puisque j'avais droit à mon enfant, mon dernier né avait 18 mois. Et donc, j'avais droit à un congé parental jusqu'à ses 3 ans. Et donc, finalement, en faisant mes calculs et puis en me disant que vraiment, j'avais besoin de me reposer, besoin de me reconstruire, besoin de reconstruire ma famille et puisque tous mes projets de vie volaient en éclats, j'avais besoin de me reconstruire et que le meilleur moyen, c'était effectivement de profiter de cette année et demie qui me restait pour vraiment me poser et me reconstruire. Et ça a vraiment été quelque chose de très, très bénéfique pour moi, ce temps de pause d'un an et demi où j'ai vraiment pu prendre du temps pour mes enfants, prendre du temps pour moi, pleurer beaucoup aussi, mais pouvoir quand même faire un quotidien à mon rythme, pouvoir reprendre petit à petit, mais vraiment petit à petit, goût à la vie et je dirais pouvoir m'occuper vraiment de mes enfants. J'ai vraiment recréé un cocon autour de mes enfants, chose de très protecteur où j'étais quand même le pilier, mais
Et du coup, ça m'a permis de prendre le temps de prendre soin de moi et de mes enfants et de commencer mon travail de deuil. Est-ce que, effectivement, la suite de mes questions, est-ce que tu as pris le temps de faire ton deuil? Est-ce que tu as demandé de l'aide thérapeutique? Est-ce que tu t'es fait, voilà, aider par des professionnels du deuil? À l'époque, non. Bon, déjà, j'ai pris du temps. Donc, pour moi, dans ma tête, il y avait que le temps qui pouvait faire son œuvre. Et j'avais eu beaucoup d'injonctions dans mon enfance où il fallait se débrouiller tout seul, fallait pas demander d'aide. Et donc, du coup, j'avais ça de façon assez inconsciente à l'époque, que j'allais devoir me débrouiller toute seule. Et que de toute façon, c'était ça la vie et qu'il fallait que je me débrouille toute seule. Donc, non, j'ai pas eu d'aide thérapeutique. Mais comme je disais tout à l'heure, j'ai eu des personnes autour de moi qui ont été très à l'écoute. Et je crois que ça, l'écoute, quand on a une oreille, une écoute bienveillante autour de soi, ça fait déjà 60% du travail. C'est déjà une thérapie en soi, l'écoute. Et donc, non, à l'époque, je n'ai pas demandé d'aide thérapeutique. Lors de notre premier échange, tu m'as parlé d'une formation à l'énergétique. À un moment de ta vie, tu as décidé d'aller vers cette pratique holistique. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour aller vers justement cette pratique un peu hors du commun, qui n'était pas trop à la mode, on va dire. Je sais pas, c'est dans Oui, les années 2000, on était aux je alentours sais de pas. 2010. Voilà, 2010. Eh bien oui, en fait, moi j'étais vraiment très anti-médicaments, antidépresseurs et tout ça. C'était quelque chose que je ne voulais absolument pas prendre, puisqu'à l'époque, au début où c'est arrivé, j'avais beaucoup de routes et je me suis dit non, non, je vais pas prendre de médicaments parce que mes enfants ont besoin de moi et voilà, c'était hors de question. Donc du coup, les médicaments pour moi, c'était quelque chose que je ne voulais pas prendre. Et donc, ma meilleure amie s'est intéressée à cette pratique énergétique, elle s'est formée et elle a fait des choses sur moi, du coup. Et j'ai vu le bien-être, le calme que ça m'apportait. Et donc, du coup, j'ai eu envie de me former également et de l'utiliser notamment pour mes enfants, notamment ma fille qui avait beaucoup de colère, qui exprimait beaucoup de colère et qui, en grandissant, alors que c'était une petite fille très joyeuse, très dynamique et très souriante, était de plus en plus colérique. Ben, j'ai utilisé cette technique-là pour lui apporter du soutien, pour lui apporter du calme et pouvoir la soulager, moi, de manière très autonome. Et ça a été le début d'une certaine forme d'ouverture à autre chose, d'ouverture au développement personnel, d'ouverture à des techniques autres que signes traditionnels. Et c'est comme ça que ça m'a commencé à ouvrir un petit peu mes perspectives et à aller chercher d'autres formes et de comprendre un petit peu mieux comment moi je fonctionnais, quelles étaient aussi mes blessures, pourquoi je réagissais de certaines manières face effectivement au deuil, face à tout ce que j'avais je dirais, à supporter dans mon quotidien. Ça a été des aides précieuses aussi pour de plus en plus apprendre à mieux me connaître et pouvoir aussi cheminer pour aider les autres. Parce que, au démarrage de cet épisode, tu parlais du corps, enfin le fonctionnement du corps à un moment justement de cette vie où bah, ta vie a basculé. Tu nous as bien dit, le corps sait ce qui va se passer et c'est lui qui réagit en premier. Est-ce que grâce à ces formations, tu as pu apprendre, comme tu disais, apprendre à mieux gérer tes émotions, puis peut-être appliquer des méthodes ou des outils pour ta vie de maman solo, pour peut-être dans les situations où les enfants étaient difficiles, ou tu avais un sentiment de, je sais pas, de difficulté, de culpabilité, que bah, tu faisais pas ce qu'il fallait, que tes enfants avaient peut-être besoin d'autre chose, puisque en fait vous viviez ensemble, mais est-ce qu'ils avaient pas besoin d'être en lien avec d'autres personnes? Comment ça se passait pour eux? Alors, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment créé un cocon très protecteur autour de mes enfants, avec une présence très importante aussi de leurs grands-parents et côté paternel, qui leur a, je pense, apporté un bel équilibre. Alors, j'ai pas eu de grosses difficultés avec eux. Si ce n'est les grosses difficultés que j'ai rencontrées, c'est surtout sur la surcharge mentale qu'occasionnait le fait d'être toute seule à gérer deux enfants.
Et notamment quand j'ai appris que ma fille avait une scoliose très précoce alors qu'elle avait 5 ans et demi et que ça pouvait être grave si c'était pas pris à temps. Et là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal en fait à accepter ça et à faire face en fait au rendez-vous de l'orthopédiste, au rendez-vous pour faire des corsets au rendez-vous. Et ça, c'était très difficile à assumer pour moi, cette partie-là. Et il y a un moment où vraiment je sentais que j'étais en surcharge mentale, j'oubliais des choses. Et le jour où j'ai oublié un rendez-vous chez un médecin, c'est peut-être la seule fois où j'ai culpabilisé chez un médecin pour mon fils. Et là, je suis allée chez le médecin, je lui ai dit, mais c'est pas possible, je suis en train d'avoir une maladie dégénérative, j'oublie plein de choses, j'arrive plus. Il me dit, mais non, c'est juste du surmenage, ne t'inquiète pas, tout va bien. Il faut juste que tu te reposes et que tu te ménages. Et voilà, et là, j'ai compris qu'à l'époque, on parlait pas de surcharge mentale comme on en parle aujourd'hui. Mais on parlait de surmenage, voilà, tout simplement. Et en fait, j'ai à un moment aussi frisé le burn-out. Et c'est au détour de ce moment-là, en 2014, que j'ai fait la rencontre de la sophrologie, notamment de sophrologues qui m'ont appris des outils et des techniques de respiration, de visualisation, etc., que j'ai utilisées. Et du coup, là, j'ai décidé de me former à la sophrologie et de devenir sophrologue. Et donc, ces outils m'ont vraiment beaucoup aidé, moi. Et voilà, et j'avais envie d'aider aussi au travers du corps, au travers de la conscience du corps, par l'exercice de respiration, comme je disais, l'exercice de visualisation, de contraction et décontraction musculaire, de prendre conscience de ce qui se passe entre le corps, le cœur et l'esprit, et de voir à quel point tout ça fonctionne ensemble, en fait. Et il y a vraiment eu des premières prises de conscience à quel point le corps était important aussi dans notre guérison et dans le vecteur de toutes nos émotions, de notre guérison également. Ça a été vraiment aussi ça, des outils qui m'ont permis d'avancer vers une meilleure connaissance de soi. Alors, bravo, hein, parce que pour justement avoir pris, on va dire, le taureau par les cornes et trouver des moyens autres que les médicaments, puisque moi c'est pareil, hein, je suis anti-médicaments. C'est ce qui m'a poussée aussi à faire de la méditation et du développement personnel, hein. C'est que le même centre d'intérêt, tout ça pour comprendre, mais comment réagir face à des situations, surtout comment rebondir sans partir dans la dépression, dans la victimisation, ce que beaucoup de femmes et de mamans solo rencontrent aussi et quelquefois n'arrivent pas à retrouver pied en fait face à cette vie, à cette surcharge mentale aussi. Parce qu'elles n'osent pas non plus demander de l'aide et comme tu le disais, effectivement, on a été éduqué dans un système d'injonction, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fais ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Au final, on nous explique pas le pourquoi on doit faire ci, pourquoi on doit faire ça, qu'est-ce que ça nous amène. Donc bravo, ouais, tu prenais du temps pour toi. Je sais que tu as beaucoup déménagé aussi après avoir donc emménagé dans la maison, tu es reparti. Tu as eu une vie un peu trépidante de voyageuse, on va dire. Tu as fait pas mal d'allers-retours jusqu'à revenir au Mans. C'était ta destination, ton objectif, c'était de revenir au Mans. Peux-tu nous dire pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à chaque fois à changer de ville et du coup, maintenant revenir sur le Mans? Alors, le premier déménagement, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, ça a été pour me retrouver. Bon, j'étais dans une maison en pleine campagne, donc pendant 1 an et demi avec mes enfants. Et donc, au bout d'1 an et demi, que j'avais déjà repris du poil de la bête un peu, je me suis dit qu'il fallait que je retrouve du travail et donc que je me rapproche avec mes enfants en bas âge, que je me rapproche de la ville pour pouvoir mieux gérer les temps de trajet, etc., pour diminuer ces temps de trajet-là et que ce soit plus facile à gérer. Et aussi de me rapprocher de ma mère qui était dans les parages et qui m'a beaucoup aidée les premières années, notamment pour les garder le soir, le temps que j'arrive, faire à manger, leur faire le goûter, etc. Et elle a été très présente à ce moment-là quand je suis revenue, moi, sur le Mans.
Et voilà, donc ça a été le deuxième déménagement. Donc, après, je suis repartie sur Nantes parce que du coup, mes enfants grandissant, je me suis dit qu'il fallait aussi que je progresse dans ma vie professionnelle. Et donc, j'ai repris une formation assez longue. Et puis, j'avais des choses à me prouver aussi pour devenir responsable de dispositifs de formation. Et avec l'idée de refaire ma vie un peu sur Nantes en me disant, bah, c'est une plus grande ville, je vais avoir plus d'opportunités, je vais m'installer là-bas et ça va être un nouveau départ. Et en fait, à la fin de ma formation, je postule sur différents postes et je trouve un poste au Mans. Donc, retour au Mans. Le Mans m'appelait. Bon, bah écoute, je suis revenue sur le Mans. J'avais pas vendu ma maison, donc je suis retournée dans ma maison. Et puis, voilà, pour un poste qui, sur le papier, effectivement, était idéal pour moi. Oui, parce que bah, il faut écouter son cœur hein, quand c'est comme ça, quand on est appelé et en plus quand on trouve le poste dans la ville que l'on aime, il faut pas hésiter, hein, il faut y aller. Je suis très connectée en fait à mon élan de cœur et c'est très important pour moi d'aligner ce qui m'anime au niveau du cœur et si je sens l'élan de vie aussi, mon corps qui y va et puis ma tête me dit ok c'est bon et de voir vraiment d'aligner toutes ces parts de moi, toutes ces dimensions de l'être pour prendre des décisions éclairées. Pour moi c'est vraiment aujourd'hui c'est très évident et c'est comme ça que je fonctionne dans ma façon de prendre des décisions, d'avoir des actes ou même des paroles, qu'elles soient le plus alignées possible. Et c'est aussi ce que je transmets aussi dans mes accompagnements. Et par rapport à ta vie de femme, est-ce que tu as eu envie de rencontrer d'autres hommes? Est-ce que tu as eu des relations amoureuses? Ou est-ce que tu as été célibataire pendant un moment? Comment ça s'est passé pour toi? Non, j'ai eu des relations amoureuses. Pour moi, c'était vital. C'était me connecter à la vie. Voilà, pour moi, ça faisait partie de mon équilibre. Donc oui, j'ai eu une vie amoureuse, même si effectivement, je n'ai pas réussi à retrouver ce que je cherchais dans le couple, avec de belles relations qui ont duré quelques temps. Mais c'est vrai que ma priorité, ça restait mes enfants et ma vie professionnelle. Et l'équilibre avec une vie amoureuse était importante aussi pour moi, mais n'a pas abouti au fait que je retrouve quelqu'un avec qui j'ai envie de me remarier ou de faire un plus long chemin. Et est-ce que tu as pratiqué du sport, des loisirs, justement pour rencontrer d'autres personnes, créer un groupe d'amis, de loisirs, amical? Alors, j'ai toujours fait un peu de sport, au moins une fois par semaine. Alors, c'est vrai que pas évident quand on a deux enfants de pouvoir trouver du temps pour soi, mais j'ai toujours fait des activités, sachant que très rapidement, dès 2005, quand j'ai commencé mon travail dans une association, j'avais pris quand même mon mercredi. Donc, je travaillais lundi, mardi, jeudi, vendredi, donc et de 9h à 17h. J'avais trouvé un emploi qui me permettait d'avoir des horaires tout à fait corrects pour m'occuper de mes enfants et aussi pour m'occuper de moi. Donc c'est vrai que j'ai pu avoir un rythme qui me convenait et ça pour moi c'était hyper important dans un premier temps d'avoir ces horaires-là pour avoir une vie équilibrée entre vie pro et vie perso. Et ça m'a pas forcément permis d'avoir des postes à responsabilité, mais pour moi c'était plus important en fait la responsabilité de ma famille et de ce que je portais au niveau de mes enfants. Donc, dans un premier temps, ça a été plutôt là-dessus. Mais oui, je sortais de temps en temps avec des amis. Je me suis aussi axée sur des pratiques sportives, enfin en tout cas qui alliaient encore une fois corps, cœur, esprit, avec par exemple le tai chi chuan, le qigong, le yoga. Ça, ce sont des pratiques que j'ai beaucoup aimé faire et qui m'apportaient aussi ce retour à la sérénité, apprendre à vraiment à avoir un travail d'introspection, à se regarder à l'intérieur, à avoir un regard sur soi. Et justement, c'est ce regard et ces pratiques, en fait, qui m'ont permis de vraiment comprendre à quel point on est responsable, comme tu disais tout à l'heure, prendre la responsabilité de sa vie et ne pas être dans la victimisation, mais vraiment se dire, bon, comment
avec la résilience aussi. Qu'est-ce que je peux faire de ces situations dramatiques? Comment je peux l'utiliser, moi, pour grandir et pour continuer à évoluer. C'est déjà bien de justement d'avoir pris du temps pour toi, parce que étant maman solo avec des enfants en bas âge, des fois c'est très compliqué pour certaines mamans de ne prendre même qu'une demi-journée ou du temps pour elles. Elles le font que quand les enfants sont endormis, mais bon, et après c'est sur leur santé que ça agit. Quelles sont les leçons de vie que tu retiens et que tu aimerais partager aux autres mamans solo qui nous écoutent? Eh bien, moi, j'aurais envie de dire aux mamans solo, déjà, ne restez pas seule si vous pouvez. Et puis, vous n'êtes pas seule. Aujourd'hui, il existe beaucoup plus de choses qui pouvaient exister à l'époque où moi, je me suis retrouvée toute seule. Donc, c'est aussi important de peut-être se tourner parfois vers des associations ou pourquoi pas de créer une association si on a suffisamment d'énergie pour ça et de leur dire vous avez droit de demander de l'aide. On a souvent des injonctions soit fortes et soit parfaites, nous en tant que femmes quand même dans cette société, et on peut avoir tendance à ne pas demander assez d'aide. Donc voilà, je dirais, n'hésitez pas à demander de l'aide, vous avez le droit de demander de l'aide sans être forcément une victime, mais voilà, de demander des coups de main, de demander près de soi. Et puis je dirais vous êtes votre première ressource, donc de prendre soin de vous. Je sais que c'est pas toujours évident, mais ne serait-ce qu'un petit temps avant que les enfants se lèvent, d'avoir un petit temps pour peut-être pour méditer ou pour faire des exercices de respiration qui permettent de prendre du temps un petit peu pour soi et puis de savoir calmer aussi son mental. Et puis d'apprendre à se connaître aussi. Et de pas hésiter, si on peut, à se faire accompagner. Alors, c'est pas forcément auprès d'un thérapeute si on n'a pas les moyens, mais en tout cas, d'avoir quelqu'un auprès de nous avec vraiment une oreille, parce que comme je disais tout à l'heure, l'écoute, c'est déjà une grosse partie du travail qu'on peut faire sur soi, de se sentir écouté, de se sentir entendu et de pouvoir sortir à l'extérieur de soi toutes peut-être notre colère, notre tristesse, nos peurs, qui sont des émotions par lesquelles on passe dans les phases de deuil, de pouvoir être entendu dans ces différentes phases. Ben, c'est déjà hyper important de pas garder tout pour soi. Et je serais tentée de dire, eh ben oui, malgré tout cela, c'est un beau chemin de découverte de soi et au bout du chemin, on voit que même si le chemin est pas terminé, mais moi je dis que voilà, la vie est belle finalement, elle est tellement belle quand on se découvre, quand on se connaît et quand on reprend son pouvoir personnel et la responsabilité de sa vie. On peut en faire quelque chose de merveilleux et on peut aussi transmettre ces valeurs-là au moins à ses enfants, d'être congruent entre ce qu'on a envie de donner comme valeur à nos enfants et de les incarner pleinement. Et ça permet déjà ça. Et ça, c'est déjà énorme de pouvoir accompagner nos enfants en incarnant pleinement les valeurs que l'on veut leur transmettre. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que on n'est pas un modèle, mais les enfants nous imitent, donc c'est important de leur montrer plutôt le bon côté justement de la vie, tout ce qui est positif, tout ce qui est les méthodes naturelles. Alors déjà nous on n'est pas dans le même schéma, hein. Moi j'ai pas élevé ma fille comme j'ai été éduquée et je le voulais surtout pas. Donc on a déjà un autre regard par rapport à l'éducation de nos enfants pour les aider justement aussi, eux, dans leur vie à apprendre à se connaître, comme tu disais. C'est leur donner des clés que nous, on n'a pas eu tout de suite, mais qu'on a là avec le temps, avec nos expériences, qu'on a acquis. On a acquis toutes ces clés pour juste mettre à nos enfants, pour qu'ils soient bien dans leur vie. Parce que leur vie, à eux, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais qu'ils aient des clés, voilà, pour faire face aussi à des situations un peu chaotiques. Moi, j'ai une question. Je sais pas, tu me diras si tu as une réponse. C'est que si tu avais la possibilité, en fait, de revenir en arrière et de recommencer ta vie, laquelle tu choisirais?
Ah, c'est toujours C'est vraiment difficile de répondre, imaginatif, hein, parce que toujours on sait difficile que de ça répondre à saute cette pas. question. Moi, j'ai toujours l'impression d'être sur le bon chemin, quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a pas d'autre chemin pour moi. Il y a le chemin qui est là. Et c'est aussi dans l'acceptation de ce qui est qu'on se découvre soi, en fait. Donc, moi, je dis toujours, tout est juste, malgré tout, tout est juste et tout nous amène sur le chemin de la découverte de soi. Donc, quel que soit ce qui se passe, je crois que c'est juste. Donc, j'en voudrais pas d'autre. C'est ta réponse, hein, tu as tout à fait le droit de dire que non, ben moi je referais pareil, hein. J'aurais fait les mêmes formations, j'aurais fait le même chemin. Si pour toi c'est comme ça que tu vois ton, voilà, c'est ta vision, c'est ton regard. Oui, bah, tout à fait, parce que le chemin fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc, c'est OK dans l'acceptation de soi. Je trouve que j'ai grandi au travers de toutes mes expériences de vie et ces expériences font la personne que je suis. Donc, c'est OK pour moi. Alors comme on est au mois de janvier, c'est la période des vœux. Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour 2024? Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter? Une belle vie, un riche succès à ton projet, à ta mission de vie. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour 2024? Eh bien, pour 2024, moi, je dis toujours la joie est mon guide. De plus en plus de joie dans mon quotidien. Et dans l'accompagnement que je peux faire auprès des personnes, arriver à transmettre cette joie, justement en leur permettant d'acquérir la sérénité, la confiance en la vie, qui leur permet justement de se connecter à cette joie intérieure, cet enfant intérieur qui nous permet de pouvoir nous guider dans notre vie et donc de pouvoir transmettre ça dans mes accompagnements. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire de plus en plus et voilà, ça serait merveilleux de continuer à développer mon activité pour aider un maximum de personnes. Ouais, je te rejoins dans cette mission puisque moi aussi, hein, j'accompagne les femmes et les mamans solo à créer une vie pétillante et joyeuse. Comme tu dis, remettons de la joie dans nos vies. Il y a vraiment que ça qui est important, sur à ne pas rentrer dans des histoires qui ne nous regardent pas, dans des faits auxquels on n'a aucun pouvoir. Nous, à notre niveau, voilà, si on communique de la joie, chacun, chacune, à son voisin, à sa voisine, c'est quelque chose qui peut se répandre partout. C'est facile, on n'a pas besoin de faire 10 ans d'études pour savoir comment communiquer de la joie. Il y a quelques méthodes, il y a quelques outils aussi. Nous, ensemble, pour conclure cet épisode, on peut souhaiter à toutes les personnes qui nous écoutent de la joie pour 2024, de Hmm. l'amour, du bonheur et réussite dans Voilà, tout ce qu'ils entreprennent. exactement. Exactement. Et la réussite, elle arrive quand on est connecté à sa joie et à son enfant intérieur aussi. Voilà, très bien. Eh bien, je te remercie, Rachel, pour cet épisode, ce témoignage qui n'a pas été, je pense, très, très simple, mais très émouvant surtout. Je mettrai tes coordonnées dans le descriptif du podcast, hein, pour que les personnes puissent te contacter éventuellement si elles ont besoin d'un accompagnement. Et puis, bah, je te souhaite une très belle année, hein, 2024. On y est encore, ça commence seulement. Et à très vite pour peut-être d'autres nouvelles en cours de route et une Oui, eh bien, belle journée. écoute, merci Sophie de commencer l'année comme ça sur ce podcast avec moi. Et puis, ben, je te souhaite aussi tout plein de belles choses, de beaux projets pour toi, pour 2024. Et puis, ben, tout plein de bonnes choses aussi pour toutes celles qui nous écoutent. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.